En 1708, donc on a depuis 2008 3 siècles de faïence en Lorraine. Alors, on a une carte ici qui vous présente les faïenceries lorraines. Alors, le rond vert, ça correspond à peu près à la position du Moyen-Vic. Donc, on se situe un petit peu sur la carte. Alors, la première faïencerie créée en Lorraine, c'est Wally. Il y a un petit rond qui vient de s'allumer rouge là, sur la gauche de la carte. On est en Argonne, en plein milieu de la forêt d'Argonne. On n'est pas très loin de Verdun, pas très loin de Saint-Menehould. Et c'est une région où il y a énormément de bois, énormément de sable, énormément d'argile, et où il y a eu beaucoup de verreries, beaucoup de poteries depuis l'Antiquité, et la première faïencerie en 1708. Alors, je vais dire qu'elle est lorraine, mais en réalité, à cette époque-là, à Wally, on n'était pas dans le duché du duc de Lorraine. On était plutôt vers la France. On était déjà dans les évêchés. En fait, c'est tellement pas clair les cartes de la Lorraine que même en allant à Wally, dans le coin, j'ai trouvé personne qui a pu m'expliquer où on était quand on était à Wally. Enfin, on ne dépendait pas du duc de Lorraine, parce que la première faïencerie qui dépend du duc de Lorraine, elle a été faite à Champignol, donc le rond rouge en plein milieu de la carte, au-dessus de Nancy, la ville célèbre par sa bière, qui en fait est le premier site d'une faïencerie du duc de Lorraine, du duc Léopold. On est en 1711. Donc on trouve une faïencerie en Lorraine. Et il y en a eu bien d'autres. La troisième, c'est Badonviller. Donc là, on est en limite des Vosges. Badonviller, on est en 1720. Texonne en 1724. Vous voyez, les petits ronds s'allument au fur et à mesure. Lunéville en 1730. Libreville, 1732-35. Bon, il y a eu un début, puis des débuts chaotiques, et ça veut prendre 1735 que ça fonctionne bien. Saint-Clément, 1758. On part à Toul, la même année. Toul-Bellevue. Épinal, également dans la même période. Et Rambervillers, aussi dans la même période. Donc vous voyez, rien sur le point, on va dire, du cube de la Moselle, du Lunévillois, le nombre de points rouges que je vous ai allumés. Et il y a encore des localités où vous voyez les noms, comme Moyen, on est en 1763, donc un autre petit village à 10 km de Saint-Clément. Et puis, je n'ai pas allumé, mais il y a encore La Trouche, Senones, Raon-l'État, mais c'est des faïenceries qui arriveront plus tard. Cirey-sur-Bezouze, il manque encore Prémonville, un autre petit village juste à côté. Il y a eu 3 faïenceries sur Montigny, les Beaucouleurs et Beaucouleurs. Et il y a eu les Ilettes, je sais pas si vous avez des points ici, un point sur les Ilettes. Et puis Clermont-Foidreau, là-bas, il y avait 8 faïenceries dans un rayon de 15 km. Voilà. Donc vous voyez l'importance des faïenceries en Lorraine, et on en a encore oublié, il y en a près de Thionville, il y en a, voilà, il y en avait au moins une cinquantaine. Alors juste avant de commencer, on m'a demandé si je connaissais la faïencerie de Château-Salins. J'ai effectivement vu des traces dans les archives où on mentionne la présence d'une faïencerie, mais je n'ai rien trouvé qui me disent quand, avec qui et pourquoi faire. Alors il y a peut-être eu une velléité de créer, est-ce que ça a vraiment fonctionné? Ça, a priori, il n'y a pas eu de recherche faite dans votre région, je crois, là-dessus, et on n'a jamais vraiment trouvé quelque chose. Mais bon, il y en avait quand même beaucoup en Lorraine. Alors, on va parler plus des faïenceries que je connais et de celle de Lunéville. Et si celle de Lunéville a existé, c'est grâce à un maître faïencier qui est venu à Champignol, et c'est son fils qui va venir à Lunéville. Et quand Léopold donne l'autorisation à un de ses chambellans, donc un de ses ministres, qui avait de l'argent, qui avait un fief à Champignol avec du bois, de l'eau et de l'argile, qui se dit, je gagne ma vie, je vais donner du travail, je veux fonder une faïencerie, il demande l'autorisation, il demande des lettres patentes, donc l'autorisation d'ouvrir. Et il demande des privilèges, avoir le droit d'aller chercher la terre, avoir des exemptions pour ses ouvriers, ne pas les laisser partir faire les corvées, ne pas les laisser partir faire la milice, enfin, il y a un tas d'aménagements qui sont faits pour favoriser les faïenceries. Quand on parle des lois actuelles qui aident les entreprises, ça existait déjà au XVIIIe siècle. Alors, quand on fonde ça à Lunéville, à Champignol, il n'y a personne qui sait faire de la faïence en Lorraine. On en a fait au début du XVIIe siècle. On a des traces dans les archives d'un Claude Luna, d'un Milanais qui était venu et qui avait fondu de la faïence à Charles V. Mais entre 1708-1711 et le François Luna, le Milanais,
il s'est passé la guerre de 30 ans et tous les problèmes économiques de la Lorraine, où tout était littéralement ruiné. On ne compte pas, là j'étais aux archives la semaine dernière, dans les registres notamment de pieds terriers, de cadastre, il y a une longue litanie de toutes les communes qui demandent à ce qu'on redéfinisse les cadastres parce qu'il y avait tellement de morts que plus personne ne sait où est sa maison et à qui appartient quoi. Donc la Lorraine était complètement ruinée. Donc on a besoin d'un faïencier et c'est à Nevers qu'on va aller le trouver. Parce qu'à Nevers, on fait de la faïence depuis 1598 grâce à des Italiens qui sont venus apporter leur savoir-faire. C'est une des faïenceries les plus importantes, une région faïencière les plus importantes du royaume. On a concurrencé Delft à Nevers, c'est vraiment un centre faïencier très important. Et c'est de Nevers dont sont issus pratiquement tous les faïenciers qui vont essaimer ensuite dans les autres faïenceries de France. Donc notre maître faïencier qui arrive est né à Nevers et a été formé à Nevers. Il a fait 4 ans d'apprentissage, on a retrouvé son contrat d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'il a vu faire? Qu'est-ce qu'il a vu se fabriquer à Nevers dans les années 1690 à peu près? C'était ce genre d'objet. Donc, on voit des faïences un peu bizarres qui reprennent des modèles italiens de la Renaissance, avec notamment ces espèces de chimères qui forment les prises d'Hippo, et puis des scènes ici qui sont tout à fait dans le goût des majoliques italiennes de la Renaissance. Et vous voyez des faïences avec de la couleur. Des couleurs qu'on appelle de grand feu, du jaune, du bleu, du vert, des couleurs qui cuisent en même temps que l'émail à 1000 degrés. Donc ça, c'est le genre d'objet qu'on a pu fabriquer à Nevers dans les années 1690. On a fait aussi des objets comme ceux-là, tout décorés en bleu. C'est pas parce qu'on n'était pas capable de faire de la couleur, c'est parce que la mode était au bleu. Parce qu'on imitait les porcelaines de Chine. On voulait la blancheur et l'éclat bleu des porcelaines de Chine. Et à Nevers, on imitait aussi particulièrement les productions de Delft. À droite, vous avez un vase décor aux Chinois de Delft. Bon, c'est vrai que vous allez me dire, c'est pas évident parfois de savoir qui a fait quoi, parce que tout le monde s'est copié. Ça, c'est des attributions de musée, mais on sait que de toute façon, on a fait des choses très équivalentes. On copiait les céramiques chinoises et on les a copiées dans toute la France. Donc on les a copiées à Nevers. Et bien évidemment, quand on va venir à Champignol, on continuera pareil. Alors, notre Jean Chambrette qui arrive à Champignol, je vous ai dit, il est né à Nevers, mais après avoir fini son apprentissage, il était orphelin et il a un de ses amis de plus longue date qui l'a appelé à venir à Dijon travailler. Et il a travaillé dans une faïencerie de Dijon pendant une dizaine d'années. C'est là qu'il s'est marié et qu'il a eu 2 enfants avec desquels il est arrivé en Lorraine. Alors, qu'est-ce qu'il fabriquait à Dijon? Eh bien, toujours la même chose, des faïences avec un décor bleu et des décors aux chinois. C'était très à la mode. On trouve ici un plat avec des décors de petites maisonnettes, c'est tout à fait le style de ce qu'on va faire dans les faïenceries lorraines par la suite. C'était à la mode à l'époque. Ce pichet, vous l'avez vu sur 2 angles, hein, avec une vélance très travaillée, et puis on peut dire une armoirie avec les 2 fusils. Hein, c'est le type de décor, toujours en bleu et blanc, à la mode, au tout début du XVIIIe siècle. Alors, je vous l'ai dit, Jean Chambrette, il arrive, appelé par le maître, comment ça s'appelle, le comte de Fontenoy, donc le châtelain de Champignol. Et ce qu'on sait, c'est que Léopold, lui, était très attentif à redévelopper l'économie de son duché. Le duché avait été complètement ruiné, son père Charles V n'y a jamais vécu, et quand il est rentré en 1698, il n'y avait quasiment plus de routes, il n'y avait plus d'industrie, il n'y avait plus beaucoup de maisons. Il a fait appel à de l'immigration. Il a même donné des édits en disant voilà, venez notamment à Lunéville, où il avait son château et sa cour, en expliquant avec tout le monde qui arrivait de la cour et tous les artisans dont on a besoin pour faire vivre la ville. On n'a pas assez de maisons, on n'a pas assez d'artisans, venez, je vous donne le terrain, je vous dis où acheter les pierres et je contrôle le tarif des pierres pour qu'il n'y ait pas de surenchère et que vous puissiez faire votre maison à moindre coût.
vous allez la faire en respectant un plan d'urbanisme bien précis, mais venez, vous n'aurez pas besoin de payer d'impôts, vous n'aurez pas besoin de garder les gens de l'armée, vous n'aurez pas besoin de faire les chasses et les corvées. Vous voyez comment on amenait un maximum de personnes en Lorraine pour y travailler et développer l'économie. Et il a aussi considérablement redéveloppé le réseau routier. Donc, il développe son budget, il est prêt et il stimule ses chambellans, ses nobles, pour qu'ils investissent dans l'industrie. Et Élisabeth Charlotte, elle, sa femme, c'est la nièce de Louis XIV, femme du frère de Louis XIV, elle s'intéresse particulièrement à la faïence. Et elle va toute sa carrière de régnante protéger les faïenceries. Il faut savoir que dans les premières faïenceries en région parisienne, il y avait les faïences de Chantilly et son père en était le protecteur. Donc, on avait une culture au niveau de la médicale à protéger les faïenceries et à favoriser l'essor de cette industrie, qui était une industrie nouvelle. Hein, c'est pas nouveau dans le sens où on faisait de la faïence à Nevers depuis 1598, mais au tout début, dans les années 1500, on faisait surtout des pavements. Ensuite, on a fait des pots à pharmacie. Et puis progressivement, on s'est mis à faire de la vaisselle. Avant, on mangeait dans de l'étain. Et puis, il y a eu une période, à la fin du milieu du XVIIe, on a commencé à se rendre compte que dans l'étain, des fois, il y avait du plomb, et puis que, voilà, c'était pas toujours très hygiénique. Puis que les rétameurs étaient parfois plus de plomb que l'étain. Donc, on a commencé à s'intéresser à des matériaux plus corrects. Et puis, autre aspect à ne pas négliger, c'est toute la fonte des vaisselles d'argent et d'or imposée par Louis XIV pour renflouer ses caisses. Vous voyez, toute l'argenterie française avec des fonds grâce aux éditions de fer de Louis XIV. Donc, la mode a été à la faïence et les faïenciers ont essayé de faire des choses les plus fines possibles qui plaisent à l'aristocratie. Donc, il y avait deux clientèles pour la faïence. Il y avait le peuple qui voulait manger dans des objets sains et aussi l'aristocratie qui voulait de la belle vaisselle. Donc, tout est là pour que l'industrie faïencière se développe. Donc, ça justifie cette éclosion de faïencerie. Alors, voilà un texte d'archives où on a le privilège que l'on donne au comte de Fontenoy de faire de la faïence à Champignol. Alors, le comte de Fontenoy, il a construit un beau château. Là, vous avez le château qui est une école aujourd'hui à Champignol, qui est donc le château du Bas à Champignol, au bord de l'axe national qui traverse la commune. Et là, c'est la vue côté jardin. Donc, vous voyez un grand parc, et puis donc, un petit peu au fond du parc, la faïencerie a été construite. Ici. Voilà, alors que fabrique Jacques Chambrette à Champignol? En réalité, on sait quand même relativement peu de choses, parce que toutes les faïences lorraines au XVIIIe siècle n'ont pratiquement jamais été marquées. Donc, aujourd'hui, c'est encore la foire d'Ampoile pour savoir qui a fait Pierre, Paul et Jacques, et Lunéville, les Îlettes, Saint-Clément. C'est toujours très très compliqué à savoir. Alors, il y a quand même quelques pièces dont on est sûr, et il y a aussi la découverte de tessons à l'occasion de travaux faits sur la commune de Champignol, qui ont permis de comparer donc, des morceaux de tessons que l'on a trouvés dans les terrains autour de l'usine, et en comparant le décor des pièces, on a dit, bon, il y a des pièces qui sont un peu équivalentes. Bon, là, je n'ai peut-être pas tout à fait mon dessin, mais bon, c'est pour vous dire qu'il y a des pièces qui ont été attribuées sur la base de tessons. Et celle-là, elle est attribuée sur la base du fait qu'elle est aux armes de François-Joseph de Choiseul, comte de Stainville, donc de la grande famille de Choiseul, famille lorraine, hein, qui sera au service des rois de France. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose qu'ailleurs, on fait la même chose qu'à Dijon, qu'à Moussier, qu'à Montpellier, qu'à Rouen. On fait des décors bleus et des armoiries pour les services princiers, sur les décors de services de table. Alors, le duc Léopold, si vous êtes déjà allé au musée historique lorrain à Nancy, dans la salle des faïences, il y a un grand panneau avec le service aux armes du duc Léopold.
Et on vous dit c'est de la faïence de Moustier. Ça ressemble complètement à ça. Et donc le duc Léopold, quand il arrive en 1698, il n'y avait pas de faïencerie. Il a donc commandé un service de table à Moustier. Mais quelques années après, quand il a fallu compléter le service ou remplacer des manques, c'est bien évident qu'il ne s'est pas adressé à Moustier, qu'il s'est adressé à Champignol. Donc on a des pièces comme ça de Champignol qui ont été refaites pour compléter ce service. Donc là, vous avez une collection où il y a quelques pièces de Champignol qui ont été démêlées dans l'ensemble. Voilà, un autre style de décor, mais il n'y a rien d'extraordinaire, c'est ce qu'on fait partout. Hein, ça, j'insiste, c'est vraiment ça part de dessins imités de porcelaine asiatique. C'est vraiment les paniers qu'on trouve couramment. Voilà, une autre armoirie, on ne sait pas trop qui c'est, ça n'a pas été défini. Et le plus bel ensemble dont on dispose, c'est la pharmacie de Bruyères. Alors, elle est, à l'heure actuelle, là, la photo, vous ne tenez compte que du meuble qui est dans le fond, pas des pièces qui sont devant. Tout le meuble avec les pots de pharmacie, c'est l'apothicairie de l'hôpital de Bruyères. Et celle-là, elle a été attribuée à Champignol, parce qu'il faut quand même savoir que l'hôpital de Bruyères a été fondé par un ministre de Léopold, du duc Léopold, et à une date, je crois que c'est en 1927, à une date où la faïencerie de Champignol était en pleine activité. Donc c'est évident qu'un chambellan du duc ne va pas aller commander les pots à pharmacie de son hôpital en Franche-Comté, à Rouen ou à Moustier. Il va faire travailler l'industrie ducale. Donc là, je pense que c'est des plus belles pharmacies de la région en faïence tout début 18e. Sinon, il y en a une belle au musée Lorrain en faïence de Lidervilliers qui correspondait à la pharmacie de l'hôpital de Nancy. Voilà, un encrier qui est daté de 1732 et on a trouvé en faisant des recherches généalogiques que M. Parfait était greffier à Frouard. Donc Frouard-Champignol, on est tout proche. Donc il y a de très fortes probabilités que cet encrier soit sorti des fours de Champignol. Donc on voit des pièces relativement complexes. Donc, je vous rappelle, dans un encrier, vous avez le pot à encre et le pot à sable et les trous pique-plumes pour planter la plume d'oie dans l'encrier. Voilà, alors on a parlé de la première manufacture lorraine, bon, la deuxième, puisqu'il y avait Wally juste avant, 1708, 1720. On crée une manufacture à Pexol et c'est François-Alexandre François, contrôleur de son Altesse Royale, qui demande l'autorisation. Donc on est toujours là dans les financiers, des gens qui ont de l'argent. Dès qu'on est contrôleur ou quelque chose de son Altesse Royale, on a des gages, on a des revenus assurés et on fait partie de l'aristocratie qui a les moyens de pouvoir investir dans une faïencerie, construire des bâtiments et faire venir du personnel. Donc, la faïencerie de Pexol va végéter pendant quelques années et Jean Chambrette de Champignol prendra la manufacture de Pexol en bail pendant quelques années avec son fils. Et quand ils la prennent en 1724, elle n'a encore pas commencé à travailler. Quand ils la quittent vers 1729, elle est en activité. Donc, c'est eux qui ont lancé la première activité de Pexol. Qu'a-t-on fait à Pexol dans ces années-là? On n'en sait rien. Rien n'est marqué, on ne peut pas démêler. Alors, là on a le château de Lunéville. Effectivement, on va commencer à s'approcher de Lunéville, et c'est le fils de Jean Chambrette, créateur de Champignol, qui en 1722, il a 16 ou 17 ans, il est né en 1704, donc 18 ans, il est marchand de faïence à Lunéville. Donc il vend les faïences de Champignol, et qu'est-ce qu'il fait à Lunéville? Il vient chercher la clientèle. À Lunéville, vous avez la cour du duc Léopold, un certain nombre d'officiers de la cour, et voilà, beaucoup de monde qui a de l'argent à investir dans de la belle faïence. Donc c'est évident qu'il ne faut pas rester à Champignol. Dans ces moments-là, il y a encore les Français qui occupent Nancy, ce n'est pas des endroits où on va trop, donc c'est à Lunéville qu'il faut être. Donc, il est à Lunéville,
puis j'ai mis un petit rappel, vous vous rendiez compte qu'à l'époque on n'avait pas de voiture, on avait 70 km entre Champignol et Badonviller. Donc Jean Chambrette, il a pris à bail Pexol, il y a travaillé pendant plus de temps. Il l'a fait fructifier pendant plusieurs années sans y habiter. Et il a également été maître de manufacture à Badonviller. C'est-à-dire qu'il a pris à bail la faïencerie de Badonviller. Donc vous voyez qu'on n'avait pas peur de se déplacer pour aller gérer des usines qui étaient quand même loin. Pexol-Badonviller en 1720, ça a très peu de chemin. Quand on lit les archives, on nous dit en hiver c'est impraticable, on a du mal de se déplacer, on est coincé. Les routes sont embourbées, c'était pas tout repos. Donc, notre Jacques Chambrette, qui arrive à 18 ans en marchant, se marie à 21 ans à Lunéville, et donc il est richement doté par son père, qui lui donne de la faïence pour la valeur de 4000 livres. Et donc le père de la mariée donne 2000 livres, donne 1000 livres. Vous voyez qu'ils ont une bonne petite somme pour commencer à s'installer en ménage. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il a obtenu, grâce à son beau-père, une charge d'huissier de la chambre de la duchesse Élisabeth Charlotte, c'est-à-dire de la duchesse. Alors, c'est vrai que ça fait toujours un peu sourire tous ces titres-là, mais il faut savoir que il y avait à la clé des gages relativement importants. Donc, c'était une source de revenus non négligeable pour eux. Alors, pourquoi il a obtenu cette charge d'huissier de la chambre? C'est parce que son beau-père, Léopold Béjot, c'était le garçon de chambre de Léopold, de son Altesse royale Léopold. Donc le garçon de chambre, ça veut dire que c'est celui qui va s'occuper de commander les valets qui vont faire le nettoyage, de s'occuper des vêtements, de l'entretien, de tout ce qui tourne autour de la personne du duc. Donc c'est pas des simples hommes de ménage ou femmes de ménage, c'est vraiment des gens qui ont un titre et une fonction, des responsabilités dans les comptes et les commandes, et qui ont surtout de bons gages à la clé. Dès qu'on a toutes ces personnes-là, on les retrouve dans les actes notariés, toujours en train d'acheter quelque chose, de prêter de l'argent. Voilà. Donc, en cette qualité, il a des droits, des privilèges, des franchises, des exemptions, des fruits, des profits, etc. Donc vous voyez que ce n'est pas un simple titre honorifique. Donc, le couple va avoir un peu d'argent, et il va c'est à vivre. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, le père et le fils louent la faïencerie de Pexol et s'en occupent 3 ans. Et puis après, il repasse le bail à quelqu'un qui vient de Badonviller trouve quelqu'un d'autre. Ça n'arrête pas de tourner à la tête des faïenciers. Mais on est sûr que Jacques Chambrette n'est jamais allé à Pexol, parce que pendant toutes ces années, et notamment aussi les 3 premières, le couple a 11 enfants, ils naissent tous à Lunéville. Donc ça veut bien dire qu'il n'est pas parti habiter ailleurs. Parce qu'on suit, quand on cherche l'histoire des faïenciers, on est tout le temps dans les actes de baptême et de décès, parce que ça permet de les suivre à la trace. Généralement, dans les familles à cette époque-là, on avait un gamin par an, tous les 18 mois, 2 ans maximum. Il y avait 10 à 11 enfants. Un homme pouvait se retrouver parfois veuf avec 3 ou 4 enfants sur les bras, se remarier dans les 6 mois qui suivaient, et on avait à nouveau 4 ou 5. Et dans tous les enfants-là, partout, il y avait une mortalité épouvantable. Donc là, vous voyez les 11 enfants, 3 en rouge, c'est les seuls qui ont survécu. Tous les autres sont morts à quelques mois, à quelques années, à quelques jours. Enfin voilà, vous voyez bien les dates, 32, 32, les Françoise, elle a plus vécu. Donc, il y a énormément d'enfants et puis beaucoup de mortalité, c'est comme ça. Alors, ils ont 11 enfants, il en reste 3, et vous voyez que Jacques, il est mort en 1751, il avait 30 ans, c'est apparemment un enfant qui a toujours été de santé fragile, mais qui nous a beaucoup intéressés dans nos recherches parce qu'on a des documents intéressants sur tout ce qu'il a fait. Voilà. Donc, Jacques Chambrette fonde sa famille, a des enfants, a des revenus, mais en 1729, on se rappelle, il s'est marié en 25, en 29, le duc Léopold décède. Il a pris froid, il est mort prématurément, il avait un peu plus de 50 ans. Élisabeth Charlotte d'Orléans, son épouse, devient la régente.
Son fils aîné, François III, viendra un tout petit peu en Lorraine, mais lui, il est destiné à devenir empereur d'Autriche, donc il va très vite laisser la régence à sa mère. Et donc Élisabeth Charlotte va confirmer, va aider Jacques Chambrette à créer sa première faïencerie. Et on sait qu'il va la créer vers 1730, parce que c'est le premier achat que l'on va trouver dans les registres notariés, dans tous les actes de notaire. Il achète un grand terrain dans la rue de Villers, et la faïencerie est toujours restée rue de Villers à Lunéville. C'est vraiment l'endroit, le siège de la première grande faïencerie de Lunéville. Et une fois qu'il aura son terrain et qu'il va commencer à faire des travaux, on va avoir des demandes d'autorisation. Alors voilà la signature de l'achat du terrain en question. Et vous avez ici la signature de Jacques Chambrette, donc vous voyez comment on avait quelqu'un qui avait appris à tenir la plume et le magnifique paraphe qu'il a pu faire, hein, parce qu'on n'a pas ça dans tous les actes. Hein. Bon, là, Thirier, c'est le notaire, Grandivier, c'est un dit le baron, c'est un témoin. Le jeune, c'est aussi un témoin qui est aussi notaire, et Chéron, c'est celui qui contrôle, donc c'est l'officier chargé de contrôler les actes, l'enregistrement. Donc on est dans le même principe. Voilà. Donc on voit quand même qu'on a quelqu'un ici qui a eu une éducation. Parce que dans beaucoup d'actes, là, vous avez des croix et puis marque de un tel. Le père de la mariée, le père de sa femme, ne savait pas écrire. Bien qu'il soit huissier de chambre, quand il a signé sur l'acte de mariage de sa fille, on fait une croix. C'est quand même un outil. Alors, il obtient des privilèges et exemptions en 1731, et voilà donc ce qu'on lui accorde. Exemption pendant toute sa vie des charges et impositions ordinaires et extraordinaires, même de la subvention, fourniture et logement de gens de guerre. Quand une armée passait, il fallait loger les soldats, les nourrir, pour qu'à faire. Le guet, la gare, les corvées, ponts et chaussées. Tous les hommes valides devaient aller travailler un certain nombre de jours pour faire les routes. Si on ne voulait pas aller travailler, il fallait payer. Donc lui, il était exempté. Et généralement de toute autre charge de servitude personnelle, quelle qu'elle puisse être. Sauf les débits de ville et soldes de paroisse. Donc on donnait quand même un peu d'argent à l'église, hein, puis un tout petit peu à la mairie. Et donc c'était quand même des choses intéressantes. Et un peu plus tard, la duchesse va accorder la même exemption aux ouvriers de la faïencerie, pour faire venir du personnel compétent. Voilà, donc confirmé 2 ans plus tard, pour les ouvriers présents et à venir, tant qu'ils sont là. S'ils quittent la faïencerie, ils redeviennent avec leur droit de vie. Alors, qu'est-ce qu'on va fabriquer à Lunéville, chez Jacques Chambrette? Eh bien, la même chose que Champignon. Hein. On est dans la même période, donc on veut toujours des décors en bleu et blanc. Donc là, on a toujours ce même principe hein, de bordure et puis le décor central. Vient très à la mode un changement de couleur, parce qu'évidemment, quand même, au bout d'un moment, on fait 10 ou 15 ans de bleu, il y en a marre. Donc on va passer au camailleux manganèse. Donc là, c'est un autre oxyde qui est assez difficile à travailler. Et on a fait énormément de services, mais ça s'est fait dans beaucoup de faïenceries. Donc il y a toujours des querelles d'experts pour savoir qui a fait quoi. Les plats-là sont attribués à Lunéville. C'est comme ça. Alors, des décors qu'on appelle la fleur des Indes. C'est peint à la main. Oui, tout est peint à la main, sur émail cru, hein, et cuit en une seule fois. Alors, ces décors-là, ce sont des décors de fleurs des Indes. C'est des fleurs qu'on pouvait trouver sur tous les tissus qu'on appelle les indiennes, qui étaient très à la mode au XVIIIe siècle. On importait des toiles de coton des Indes, et ça plaisait énormément, parce que jusque-là, on connaissait les tissus en laine qui grattaient bien, qui étaient un peu lourds, ou alors les tissus un peu épais, en lin, dont le lin ça allait encore, en coton, en chanvre. Donc là, la toile indienne, c'était vraiment une finesse et des coloris qu'on ne savait encore pas faire. Et il y avait eu un tel engouement qu'à un moment donné, le roi avait interdit qu'on en importe, parce qu'il fallait, ça nuisait à l'économie locale. Donc ces fleurs des Indes, qu'on va trouver sur les étoffes, on les retrouve sur les faïences. Et puis cet oiseau bizarre, en fait, c'est une grue, et c'est la manière dont ils sont représentés sur les porcelaines chinoises. Donc on est toujours dans l'esprit exotique.
la soupière.